Voilà, mesdames et messieurs, vous venez de suivre justement sur Web Info les discours du président Félix Tshisekedi, 2h20 en train de faire l'État, donc de faire son discours sur l'État de la nation pour l'année 2025. C'est un exercice aussi constitutionnel. Plusieurs choses ont été évoquées dans ces discours du président de la République, touchant plusieurs secteurs de la vie nationale, l'éducation, l'économie, la sécurité, la diplomatie, les sports et même la culture, pour ne citer que ces quelques secteurs, mesdames et messieurs. C'était un discours aussi, je peux dire, riche en contenu. Ça dépend aussi de l'appréciation de tout un chacun. Alors, il est revenu aussi sur la sécurité, comme je le disais, en République démocratique du Congo, avec tout ce qui s'est fait aussi sur les plans diplomatiques. On va décrypter ces discours, mesdames et messieurs, en prenant quelques points aussi phares, parce que dans les 2h20, justement, on ne peut pas tout prendre, dans un contexte aussi marqué par une situation sécuritaire qui ne fait que se détériorer dans la partie est de la République démocratique du Congo. Au Sud Kivu, les choses sont en train de tourner aussi mal pour les FRDC que pour les Wazalendo. Voilà, avec ce que nous sommes en train de constater, les sources sur place qui sont en train de nous donner, mesdames et messieurs, les événements, comment les choses évoluent là-bas. Et ce n'est pas du tout bon. Sangué, présentement, entre les mains des éléments de l'AFC M23, des replis stratégiques une fois de plus signalés, et surtout ces événements d'hier, des événements aussi très malheureux au niveau toujours des Sangué, avec une trentaine de personnes tuées. Parmi eux, nous avons des militaires, des civils aussi. Voilà, après des disputes occasionnées par un mouvement des FARDC qui était sur le point, voilà, de vouloir décrocher pour faire les traditionnels, voilà, disons, replis stratégiques. Alors les Wazalendo ont dit niet, si vous voulez partir, laissez vos armes ici, nous-mêmes, on va les utiliser contre l'AFC M23. C'est là où ça a dégénéré et des morts encore signalés. Nous sommes en direct, mesdames et messieurs, veuillez faire des commentaires. Le président de la République vient de s'exprimer. Alors, essayons de faire une comparaison. C'est que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, vient de dire, et là, donc la situation, donc les vécus quotidiens des Congolais, la réalité de ce que vous, Congolais, vous êtes en train de connaître aujourd'hui comme, voilà, comme situation. À vous de commenter, dites-nous, est-ce qu'il y a des rapports? Voilà, alors on va en parler, je ne suis pas seul sur ces plateaux, on va donc décrypter, mesdames et messieurs, sur des événements, les discours du président de la République, mais aussi la situation sécuritaire à Uvira. Donc, les territoires d'Uvira, tout comme la ville d'Uvira, pour l'instant, mesdames et messieurs, la menace plane toujours sur cette partie du sud à Kivu. Gaëtan Kombi avec moi sur ces plateaux pour animer, mesdames et messieurs, ces décryptages. Bonsoir, je peux les dire ainsi, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, cher Jenny. Bonsoir à tous les abonnés de Web Info Télévision. Vous avez suivi le président de la République religieusement. Alors, ces discours, comment vous, personnellement, vous le qualifiez? Déjà, c'est un discours que j'ai trouvé formellement touffu, encombré, chargé de plusieurs, voilà, de plusieurs tournures, à la fois des tournures qui résonnaient comme des rédits, mais fondamentalement... Là, 2025, oui, justement, 2025, les discours que l'on vient de suivre. Je ne sais pas si... Parce que vous dites, vous parlez des rédits. Ouais, j'ai l'impression de rédit par rapport au discours de 2024, le discours qu'il a déjà tenu en décembre 2024. C'était précisément, je pense, le 11 décembre 2024. Bon, cette année, il a fait un peu plus tard, mais disons, c'était le 11 décembre, un peu plus tôt cette année. Voilà, donc, je trouve ces discours, comme je le disais, formellement touffus, encombrés de beaucoup de tournures, mais substantiellement, je les trouve creux. Je les trouve creux, pourquoi? Parce que c'est un discours qui ne charrie pas quelque chose de nouveau. Donc, il n'y a rien de nouveau, il n'y a aucune proposition phare, il n'y a disons, aucune offre politique concrète. Même les on peut directement parler les 4 priorités des sorties des crises sécuritaires à l'est du pays. Pour vous, c'est pas quelque chose de nouveau. Il parle
il évoque justement l'obtention du retrait des forces étrangères. Voilà les axes, les priorités sur lesquelles il va se focaliser. Ouais, c'était déjà dit dans plusieurs briefings, même plusieurs sorties médiatiques. Là, il confirme peut-être 2026 ou même avant 2026, obtenir les retraits des troupes étrangères, n'a pas parlé, n'a pas précisé de nationalité, couper la chaîne des trafics illicites des matières premières, donc les minerais de la République démocratique du Congo, protéger les civils et enfin rendre cette paix beaucoup plus durable. Pour vous, c'est pas quelque chose non, mais c'est de l'habillage. En communication, on appelle ça de l'habillage, c'est-à-dire que ce sont les mêmes mots qu'il avait déjà, disons, ce sont quasiment les mêmes propositions ou disons les mêmes offres qu'il avait faites en 2024, mais cette année, il revient avec une rhétorique beaucoup plus, comment dirais-je, différente en termes de verbes, en termes de vocabulaire, mais en gros, en substance, ce sont les mêmes offres politiques. Après, moi, je pense que la seule différence, puisque j'ai dit que c'était un discours substantiellement creux, la seule différence, peut-être, c'est lié à la forme, puisque cette année, Tshisekedi a grappillé 17 minutes de plus que son homélie de 2024. En 2024, il avait fait 1h43 minutes. C'était déjà un record. Parce que de tous les discours sur l'état de la nation que moi, personnellement, de par ma petite expérience, de tous les discours sur l'état de la nation que j'ai déjà suivis, que ce soit des discours de présidents français, de présidents américains ou de présidents belges ou disons même des autorités belges. Un exemple similaire à la République démocratique. Non, mais j'ai choisi un exemple similaire puisque au moins la France a certaines particularités avec la République démocratique du Congo politiquement. C'est une démocratie. La RDC s'est dit aussi être un pays démocratique. Donc, si j'essaie un peu de faire... est-ce qu'on... Bon, c'est peut-être différent, mais au moins, du point de vue principe, c'est la même chose qui dit la démocratie française fait directement allusion à la démocratie congolaise. Donc, si j'essaie un peu d'établir un comparatisme entre les discours sur l'état de la nation faits par d'autres présidents par rapport à ceux que fait régulièrement Félix, disons, par rapport à ceux que fait chaque année Félix Tshisekedi, je trouve que c'est devenu le recordman de longueur des discours. Puisqu'en 2024, c'est 1h43 minutes. Aujourd'hui, il bat son propre record. Il bat son propre record, voilà, il fait quasiment 140 minutes en train de prêcher. Et donc, je trouve que c'est l'unique différence, mais peut-être aussi le fait que les discours de cette année beaucoup plus modérés, beaucoup plus simplistes, et je ne sais pas si c'est lié au fait que... modéré parce qu'il n'a pas lancé des pics aux opposants? Pas que, parce que même en 2024, il n'avait pas totalement verrouillé, disons, cette réforme constitutionnelle. Vous vous rappelez, en 2024. Oui, c'est en 2024 qu'il avait lancé, qu'il avait dit qu'il va mettre en place une commission en 2025. Oh, mais il n'est pas revenu sur cette question. On a l'impression que cette question n'est plus sur la table, n'est plus du tout sur la table. Moi, je ne sais pas si c'est lié au contexte actuel, mais on se rend compte quand même que... Parce que c'était aussi important, comme il fait un état des lieux, qu'il revienne quand même au point sur lesquels il s'était il avait promis de se lancer pour 2025. Mais là, il n'a pas fait allusion à ça. C'est un fait très important. Très important parce que la Constitution, on savait tous qu'il y aura une commission pour travailler sur une nouvelle Constitution. Mais voilà. C'est ça. Dès lors qu'il avait annoncé en 2024, c'était déjà dans la foulée. Déjà en 2024, il était déjà un peu modéré parce que peu avant, en 2024, vous vous rappelez tous du discours lorsqu'il disait qu'il n'y avait personne qui pouvait l'empêcher quasiment de réformer la Constitution. Mais lors du discours de 2024, il avait essayé un peu de modérer un peu en disant qu'il trouvait que c'était plutôt nécessaire de mettre en place une commission pour aller étudier la réforme constitutionnelle afin de limiter tous ces blocages auxquels faisaient face les institutions. Malheureusement, c'est une audition, pas de débat. Pas de débat, donc cette année aussi comme ça. C'est ça, c'est constitutionnel. Voilà. Cette année, il revient avec un discours plutôt pas modéré, mais moi je trouve que c'est un discours beaucoup plus humble dans ces cadres-là de révision. On se rend compte qu'il commence à
à éviter à blesser l'opinion. Vous voyez, ça aussi, à même... blesser l'opinion, et du coup, il essaie un peu de se débarrasser de cette tendance ou de cette rhétorique révisionniste. Tout à fait, c'est les mêmes cas, parce qu'on constate aussi qu'il y a un changement des rhétoriques contre les M23. À l'époque, il disait toujours que c'est un mouvement terroriste. Les patins, comme il le dit tous les jours, mais bon, actuellement, il commence à changer. Dans son discours, il a fait allusion justement à l'AFC-M23. Il a dit clairement AFC-M23, avec un mouvement avec lequel il est entré à son gouvernement discute à Doha, saluant même l'obtention de cet accord dans le cadre justement du processus de Doha. Voilà, une autre façon peut-être... Mais les lignes bougent. Les lignes bougent. Ouais. C'est que moi, le positif que je peux tirer... Et c'est au profit de Tshisekedi comme personnalité politique, ou disons comme institution président de la République. Est-ce que là, c'est à son avantage, ou peut-être c'est lui qui est en train de perdre peut-être des possibilités? Non, il lit les signes des temps. Parce que nous, lorsqu'on dit qu'aujourd'hui, quoi que l'on dise, malheureusement pour ceux qui ne les comprennent pas, oui, les M23 sont des interlocuteurs du gouvernement congolais, du fait simplement de détenir des territoires qui étaient jadis sous autorité de Kinshasa. Oui. Le simple fait qu'ils tiennent des territoires, les M23, et que le simple fait que les M23 sont aujourd'hui en pleine négociation avec le gouvernement congolais, ça fait d'eux des interlocuteurs et donc de partenaires. Vous vous rappelez, dans nos précédentes productions, nous étions en train de décrier cette rhétorique-là belliciste, à la fois brûlante. Ouais. Pendant que vous discutez, mais vous revenez, vous qualifiez les gens avec qui vous discutez des terroristes, des ceci, cela. À ce point, il y a des avancées. Ben, je trouve qu'il y a des avancées. Déjà que je trouve qu'il y a des avancées du point de vue de la révision de la Constitution. C'est une matière qui n'existe plus aujourd'hui sur la table du président. Il y a aussi des tiroirs. Dans son tiroir, je ne sais pas s'il parviendra à le retirer avec... je ne sais pas s'il parviendra à le récupérer avec le contexte. Ça viendra avec beaucoup de poussière, peut-être. Ben, c'est ça, donc je ne sais pas s'il y arrivera, mais quand même, on sent qu'il y a de l'évolution. Les Tshisekedi, pompeux, qu'il était orgueilleux, mais également... comment dirais-je, Ragaillardi, les Tshisekedi suffisants, qui était en 2024 ou avant même 2024, n'existait plus. C'est un président beaucoup plus rassembleur, et c'est là que moi je trouve que c'est là que moi j'ai senti ma plus grande déception dans ces discours. C'est ce que je m'attendais à ce qu'il glisse au moins un mot par rapport au dialogue inclusif. Peut-être c'est pas d'actualité pour lui. Bien que des appels récents évoquent justement ces dialogues, demandent en tout cas avec beaucoup d'insistance au président de la République de convoquer ces dialogues. Peut-être c'est pas d'actualité pour lui. Peut-être il y a une réponse aussi qui lance, c'est là qui estime qu'aujourd'hui il faut c'est de la communication politique. C'est de la communication politique. Vous savez, Tshisekedi est un peu entre les marteaux et l'enclume. Il est coincé entre voilà, la redevabilité, la double redevabilité. Il a une redevabilité à la fois envers son parti politique, et vous savez tous la manière dont l'UDPS réagit par rapport voilà, à tout ce qui concerne le partage du pouvoir. Ce sont des gens agir qui toujours sont avec, ou disons, être emporté par les caprices. Non, mais il a un double... Mais déjà, à ce niveau-là, il a toute une famille politique qui s'est élargie dans le cadre de l'Union sacrée. Pourquoi rester toujours s'est recroquevillé à un IDPS? L'IDPS, c'est un peu comme la famille biologique. Vous savez, tous, on a d'abord la famille biologique, la base de la base. Vous savez, la base de la base. Après, on a maintenant la famille sociale. Donc, l'IDPS pour Tshisekedi, c'est comme la famille biologique. Et tout naturellement, il n'arrive pas à se départir de cette famille biologique-là que l'IDPS. Et donc, il est coincé entre à la fois sa redevabilité vis-à-vis de l'UDPS, mais également sa redevabilité vis-à-vis du peuple congolais et de la classe politique congolaise, puisque là, on en est vraiment à une situation où il y a des grosses fissures. Et c'est pas que moi qui l'ai dit, c'est le président Fayoulou qui l'ai dit, c'est le président Katumbi qui l'ai dit, c'est quasiment tous les opposants qui les disent. Après, mais dans l'Union sacrée, vous n'allez pas me dire aussi. Dans l'Union sacrée, quelle est cette personnalité politique qui prône aussi un dialogue, au vrai sens
du terme, ou disons dans l'esprit SCC 5O. Quel est cet acteur politique? Vous savez parce que nous voyons tous que ça vient d'un cas, et là vous voyez bien sûr les opposants, et une société civile qui serait, je dis bien qui serait proche de l'opposition. Déjà là, on comprend qu'il y a beaucoup d'appartenance. C'est ça, donc à l'Union Sacrée, interroger s'il y a bien quelqu'un à l'Union Sacrée qui est pour l'initiative de l'opposition, ça veut dire que vous êtes en train d'interroger s'il y a bien quelqu'un au sein de l'Union Sacrée qui veut sa mort politique, et peut-être même plus. Donc publiquement, plus que la mort on politique. Ils ne peuvent pas les dire, mais il y a quand même certains qui n'ont peut-être pas le courage de les dire, mais qui les ressentent. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte vraiment que la classe politique, elle est fissurée. Bien sûr, les gens disent que nous ne sommes pas en crise politique, mais on y est. On est en crise politique. Il y a un régime qui est... Mais les discours qu'on vient de suivre n'est même pas offensif. Mais on les voyait souvent. Et vous-même, vous reconnaissez quand même Tshisekedi un côté rassembleur dans son discours d'aujourd'hui. Ne voyez-vous pas que la tension est en train de baisser petit à petit, bien qu'on nous sort dans une crise, mais avec ces discours, on comprend que les choses commencent petit à petit... il essaie de tempérer la tension du mieux qu'il peut. C'est ce que moi je retiens de ces discours. C'est qui est bon déjà. C'est déjà très bon s'il parvient à faire ces petits pas-là, parce qu'il y a encore quelques années, c'était un président tout pompeux qui disait « Personne, moi, pouvait m'interdire de réviser la Constitution, moi les chefs ». Donc, ces discours s'inscrivent dans les cadres d'une certaine humilité politique et d'une certaine, comment dirais-je, proximité politique, mais il a évolué aussi parce qu'il a lu les signes du temps. Il a compris que dès lors qu'il s'est montré un peu plus orgueilleux, et, voilà, quand il s'est montré qu'il ne pouvait pas entendre des gens, il ne pouvait pas se rassembler avec des gens qui n'avaient pas plutôt le même avis que lui, il a compris qu'il était en train de foncer tout droit dans le gouffre. Et là, maintenant, on se rend compte que c'est un président qui a d'ailleurs fini son discours par une prière. On sait que c'est de la communication politique. On va l'évoquer. On va peut-être y revenir, mais on se rend compte que quand même, il a franchi ces pas-là, qui fait qu'il soit sorti de cet orgueil-là qui les caractérisait il y a encore quelques années, à un président tout humble, disons, prêt à écouter les gens. On va peut-être considérer ça comme étant un message lancé à d'autres protagonistes, que ce soit avec une opposition armée qui aujourd'hui occupe Goma et d'autres points dans l'Est de la République, et cette opposition non armée qui insiste sur la tenue d'un dialogue. Est-ce un message lancé à cette opposition? D'où aussi cette différence que nous sommes en train de voir, parce que devant la diaspora, que ce soit au niveau du Brésil, en Serbie, en Belgique, partout où les chefs de l'État a fait des déplacements récemment, on comprend que là, il garde ces côtés un peu offensifs, un tout petit peu aussi revu à la baisse, mais dans ces discours, aucun côté offensif. Voilà, est-ce que là, on voit déjà ces différences, mais côté ces oppositions aussi que nous avons armées et non armées, est-ce un message que les chefs de l'État viennent de lancer par rapport surtout à son attitude, mais également les discours, parce que là, c'est à la nation. On peut minimiser tout ce qu'il dit au niveau des partisans, dans les cadres privés, mais là, c'est à la nation, c'est officiel, c'est surtout un discours solennel. C'est ça, donc autant dans des cadres... Vous êtes revenu sur les échanges qu'il a eu avec la diaspora. Là, c'est dans les cadres officieux. Moins de considération. On peut estimer que dans ces cadres-là, il était en quelque sorte dans une sorte de propagande politique. Là, avec les discours de l'État de la nation, c'est vraiment une annonce à la nation tout entière. C'est officiel. Il y a tout un protocole qui est réservé à ça. Il y a ça n'arrive qu'une seule fois l'année. Donc, si on pouvait bien s'en tenir à un discours du président de la République, c'est bien le discours sur l'état de la nation. Et il a montré que finalement, il avait un double discours. Voilà la redevabilité dont j'étais en train de vous parler. C'est-à-dire que lorsqu'il est dans des officines privées où il y a beaucoup de militants de l'IDPS, beaucoup de militants pro-Fachi,
il va certainement balancer un discours, n'est-ce pas, incisif vis-à-vis de ceux qui pour faire plaisir. Ouais, justement, parce que là, il est vraiment... Parce que c'est quelqu'un aussi qui s'habitue à son auditoire. Il sait quoi faire, quoi dire pour faire plaisir à son auditoire. Donc, c'est ça. Donc, c'est la différence qu'il faut faire. Oui. Autant il est dans des cadres privés et voilà, il se lâche, il dit des choses, parfois avec des termes crus, politiquement non calculés, mais lorsqu'il est devant les élus du peuple, les différents officiels du pays, c'est quasiment toute la représentation de l'armature institutionnelle du pays, les opposants, c'est quasiment toute l'armature institutionnelle du pays qui était représentée. Donc là, il est obligé de calibrer ses mots, de les ajuster et de rester les plus, comment dirais-je, les plus élégants possible. Et voilà. Moi, je trouve que depuis qu'il est au pouvoir, je trouve que les discours d'aujourd'hui, c'est les discours les plus calibrés politiquement qu'il a eu. Bien que c'est un discours creux, il n'y a rien eu de particulier, aucune avancée, aucune offre politique. Tout à fait. En parlant des avancées, il a aussi retenu il a précisé que la diplomatie congolaise n'a pas été que défensive, elle a été aussi offensive en multipliant beaucoup de rencontres bilatérales, ça et là. Pour lui, c'est ça, une diplomatie offensive. Bon, je ne sais pas si vous avez un petit mot à dire là-dessus. C'est faux, non mais c'est faux. Pourquoi? Parce que, bon, peut-être que, vous savez, le Congolais, malheureusement, le peuple congolais est suffisamment dupe, surtout dans des cadres intellectuels, qu'il ne parvient pas à cerner certains mensonges venant des autorités. Là, on ne sait pas où on connaît justement la situation, mais pour les histoires là déjà, il faut toujours applaudir un chef quand il parle, même s'il parle des choses qui n'existent même pas, il faut toujours applaudir les chefs, parce qu'on a vu même des sommités. Bon, les soi-disant, c'est ces personnalités qu'on peut mettre au sommet du point de vue intellectuel, mais on les a vus tous en train de tambouriner lorsque le président de la République faisait son discours, comme ceux-là qui étaient là au balcon. Non, mais l'union sacrée forme, je vais utiliser des termes politiques un peu philosophiques, une oligarchie. Ouais. Ce n'est pas que Tshisekedi qui dirige le pays, c'est une oligarchie, c'est un groupe, c'est-à-dire c'est le gouvernement d'un groupe. Ouais. Il y a un groupe de gens qui partagent la même philosophie, c'est-à-dire peut-être que c'est pour s'enrichir. Ouais. Dès lors que vous êtes mieux placé dans les sillages du pouvoir, directement c'est du suivisme, mais c'est de la solidarité mécanique. Où vous avez vu des professeurs d'université dire des bobards simplement parce qu'ils font partie de cette fameuse oligarchie là qui dirige le pays. L'oligarchie au-dessus de laquelle se trouve bien évidemment Félix Tshisekedi. Donc c'est tout à fait normal. Là où je suis en train de fustiger un peu le fait que le peuple congolais s'est fait facilement dribbler, c'est dans la rhétorique. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le président de la République revient avec un concept qui est flou, que la plupart des gens qui ne sont pas des initiés, heureusement que nous, sur ces plateaux, avons quand même fait les sciences po. On a des lunettes appropriées pour lire. Justement, avions fait les sciences po, nous avons suffisamment d'outils pour comprendre certains concepts, mais la définition, on ne peut pas parler d'une diplomatie offensive, c'est ce qu'il a utilisé. Il a utilisé le mot sans pour autant parce qu'il a dit que la RDC s'était inscrite dans la diplomatie offensive, mais on ne peut pas parler d'une diplomatie offensive sans pour autant au moins égrener les résultats palpables. C'est ça. Parce que la diplomatie offensive se démarque de la diplomatie classique justement par disons les résultats. Même dans sa logique. Le produit de cette diplomatie. Même dans sa logique, le fait de considérer toutes les rencontres bilatérales qu'il a eues, mais quand même, ça aurait été mieux qu'il vienne avec des résultats. Avec des résultats palpables. Qu'il ne dise pas, par exemple, moi j'ai entendu dans son discours, je me suis personnellement déplacé au Brésil où j'ai rencontré le président, il m'a promis de faire ceci. Non mais ça, ce n'est plus la diplomatie offensive. Généralement, on déclenche la diplomatie offensive quand on est en état d'urgence. On est en urgence pour reprendre, disons, pour reprendre le dessus dans les rapports de force. Mais là, le mot offensif aussi a sa place, même dans ça. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Offensif,
Par rapport à quoi? Mais avant, c'était avant les concepts, c'était diplomatie agissante. Voilà. Et là, on pouvait comprendre parce qu'il avait multiplié de manœuvres diplomatiques, beaucoup de voyages. Parfois, il en faisait 2 ou 3 par semaine. Voilà pourquoi vous avez insisté en disant il a changé de verbe. Ben, il a changé de verbe, il est en train de jouer avec le mot, puisqu'il sent que voilà, la diplomatie agissante, ça ne passe plus dans les oreilles des curieux du peuple congolais. Il fallait trouver quelque chose d'assez différent. Voilà pourquoi aujourd'hui nous amène la diplomatie offensive qui, du reste, je le rappelle une fois de plus, n'en est pas une, puisque non suivie de produits palpables et des résultats concrets. Très bien. Il s'est fixé quand même un cap axé sur la protection, la production et surtout les rassemblements. Donc les Congolais se rassemblent, que les Congolais se sentent protégés et surtout cette production. C'est le cap que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, vient de se fixer bien sûr dans son adresse à la nation. Alors mesdames et messieurs, on va continuer avant de vous balancer les propos de Bitakwira sur la situation à Uvira. Bitakwira alerte une fois de plus. Avant d'y arriver, laissez-moi lire quelques commentaires. Vous êtes nombreux en train de nous regarder par instant. Nous faisons un décryptage, mesdames et messieurs. Nous sommes en direct pour essayer un peu d'analyser les discours du président de la République et surtout la situation sécuritaire dans l'est du pays. Les territoires d'Uvira, tout comme la ville d'Uvira, en tout cas, là, les choses ne tournent pas de manière aussi profitable au peuple. Je préfère le dire ainsi, jusqu'à présent. Parce qu'une force peut quitter pour que l'autre entre, mais pour que le peuple se retrouve, ce n'est pas aussi facile. Donc, voilà pourquoi j'insiste présentement, le peuple est en train de subir, ou de payer les lourds tributs de tout ce qui se passe à Uvira, entre des protagonistes, AFCM 23 avec les alliés, les Twiranéo, côté FRDC, voilà, FRDC, les Wazalendo et même les Burundais, bien qu'entre les FARDC et les Wazalendo, les choses ont dégénéré aussi hier. Alors, quelques commentaires. Bonjour, messieurs, c'est Mike, voilà, Maman qui nous écrit. Bonsoir, mon communicateur, Cardozo Mbaka Tabala. Bonjour, messieurs, voilà beaucoup de réactions. Heureusement, j'ai une... voilà, on continue. Seul Jésus-Christ sauve. Voilà, dans la même logique où, disons, même la conclusion du président de la République en dit long. Je crois qu'on va y revenir, mesdames et messieurs, après avoir justement aussi décortiqué un tout petit peu la situation à Uvira. Au Congo, on a droit de critiquer librement. Au contraire, chez vous, cher qui, là, je ne sais pas à qui vous vous adressez. Il s'appelle Bobkin, voilà. Voilà. Très bien, très bien. Alors, on comprend, il y a aussi les mêmes applaudisseurs, comme ceux-là qui... les chefs de l'État en train de s'adresser à la nation, mais les gens applaudissaient sans même comprendre de quoi il s'agit. Et vous savez, Jenny, voilà, il y a même justement, je voulais commenter par rapport à ça. C'est parce que c'est à cause de ça que les discours peut-être du président de la République prennent plus de temps que prévu. Quasiment après chaque phrase, il y avait des applaudissements, beaucoup de folklore aussi. C'est quand même anormal que dans un cadre aussi, respecté, un cadre sacré, parce que là, il s'agit quand même du palais du peuple. Oui. C'est le cadre le plus sacré quasiment de la démocratie congolaise. C'est anormal qu'on y amène autant de Djalelo qui ne sont là que pour applaudir. Parfois, en fait, ils applaudissent des choses qu'ils ne comprennent même pas. Quasiment après chaque phrase, il y avait des applaudissements. Et ça fait qu'un discours qui devait normalement se tenir pendant 1 heure maximum, jusqu'à 2 heures. Donc, il y a tellement d'interruptions, le discours devient haché que le président de la République ne parvient plus à enchaîner. Ne parvient plus à enchaîner ces phrases. Donc, là aussi, il faut comprendre que c'est l'une des causes, n'est-ce pas, de la longueur des discours de Félix Tshisekedi. Voilà, on continue, messieurs et dames. Vous êtes sur WAB Info. Ici, on n'a pas, je l'ai toujours dit, on n'a pas des camps où nous sommes de telles tendances. Ici, non, nous sommes en train d'analyser les faits. Et que vous le vouliez ou pas, nous restons dans cette ligne axée sur la vérité. Et si ça ne vous plaît pas, finalement, bon, vous serez toujours en train de s'y bien. Parce que cette vérité, et si vous essayez un peu d'analyser,
les faits nous donnent toujours raison. Mais si ce n'est pas aujourd'hui, mais après, vous allez vous-même constater qu'on a toujours raison. Parce que c'est un peu de voir les mêmes gens qui ont applaudi aujourd'hui, ce sont les mêmes personnes qui avaient applaudi le président de la République lors de son premier discours sur l'état de la nation en 2019, 2020, 2021, 22, 23, 24, aujourd'hui 2025. Finalement, ce sont les mêmes personnes. 6e discours sur l'état de la nation, et ils sont là pour applaudir. Et c'est un peu quand même de vous poser des questions. Oui, nous applaudissons, on nous dit ça telle année. Après, qu'est-ce qui a été fait? C'est ça aussi. Alors, on continue tout de même. Nous allons directement aller à Uvira. Cette fois-ci, c'est peut-être quelqu'un que vous appréciez. Justin Bitakwira qui alerte encore une fois par rapport à la situation sécuritaire qui ne fait que se détériorer au niveau d'Uvira. Sangué, présentement, Sangué est entre les mains des éléments de la FCM23 et ils sont en train d'avancer. Et ça vous blesse, ou disons, ou je ne sais pas quoi, mais Sangué est entre les mains des éléments de la FCM23. Et les choses sont en train de tourner très mal. Je vous l'ai dit tout simplement avec beaucoup de sincérité. Alors, suivons Bitakwira, lui qui alerte toujours, mais est-ce qu'il est écouté? Suivez tout d'abord, et puis on continue, mesdames et messieurs, pour dans ces décryptages, voilà, sur l'actualité. La défense n'a état-major général. Et renforcer front à Uvira pour comme penza de suka ya bitumba. Ce qui Uvira est pays, na kanisi dans 3-4 Nicolo, baogozala na Kolwezi. Une 2 semaines, baogozala na Mbujima. Une 2 semaines, baogozala na Kenge. Et puis bakotia wana Kisasa. Eux mususu bakanzale na zolo bakaka pona maseke, za maseke te. Eza solo. Biso toza lukula Ukraine face à la Russie. Toza lukula Gaza face à Israël. Biso za bitumba na Rwanda. Rwanda bamindele basala ngulu kwende Israël ya sous région ya grand lac. Tokokima. Tango tokozala sikolo na exil. Ndoto kubanda komitala nani azalaki ministre, nani azalaki PDG, nani azalaki premier ministre ou premier ministre. Tokolela mai ya miso. Des fois na mikosa kana lobaka miso ya mai, non, mai ya miso. Tokolela mai ya miso. En exil. Botu na batu bahutu na Rwanda. Tango baboma kia Habyarimana. Bamusuma bauta Rwanda ti Maroc na makolo. Or bango bazalaki ba 8-9 millions. Biso toza 120 millions. Tokene Maroc na makolo. Bamusuma ukota mwa Egypte na makolo. Bamusuma ukende Israel na makolo. Kutu. Batu bazo kufa na Beni na Lubero. La défense na état-major général. Et renforcer front à Uvira te. Gaëtan Kombi, on vient d'écouter là Justin Bitakwira. Pour lui, si les choses continuent comme ça, dans un mois, la FCM23 peut se retrouver à Kinshasa. Il est en train d'alerter pour que les FARDC, Kinshasa, prennent les choses au sérieux. Vu l'ampleur aussi de la menace. Et c'est un sonneur d'alerte. Justin Bitakwira, oui, comme toujours. D'ailleurs, avant la chute de Goma et Bukavu, Vital Kamerhe c'était aussi mis un sonneur d'alerte. Malheureusement, il n'avait pas été entendu. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le fait est que il n'y a pas de résistance en face pour les M23. Alors, c'est peut-être pour dire, c'est peut-être dur à entendre pour ceux qui sont encore aujourd'hui illusionné par les discours politiques disant qu'il y a de résistance farouche par-ci par-là. Non, mais il n'y a pas de résistance parce que rendez-vous quand même compte que toutes les zones que les M23 convoitent, ils finissent par les conquérir. Toutes les zones. Il n'y a pas eu de résistance. Mais on a vu l'axe Katokota. C'est qui s'est passé là-bas. Il peut y avoir un brin de résistance, mais in fine, ils finissent par investir partout où ils veulent investir. Alors, voilà d'où vient le bien fondé justement de l'alerte de Justin Bitakwira qui malheureusement n'est plus entendu, n'est plus audible. Pourquoi? Parce que les gens qui sont à 2000 km, qui disent que la guerre est à 2000 km, n'en ont pas peut-être encore eu des échos véritables.
Les bruits des bottes. Les bruits des bottes, c'est ça. Hein? C'est ça. Mais même en 97, quand l'AFDEL avait quasiment la même négligence. Marché dans tous les pays jusqu'à arriver à Kinshasa. C'était la même négligence. On se disait, la RDC est suffisamment vaste. Voilà, aujourd'hui, on ne peut pas faire... là souverainiste. C'est ça. Mal... En tout cas, je ne sais pas à quel terme utiliser, mais c'est oui, nous voulons tous que la souveraineté de la République démocratique du Congo soit respectée. Mais quels sont les actes que nous posons pour imposer le respect de cette souveraineté? Quels sont ces actes? Non, mais c'est ça. C'est ça. Donc là, on en est à une situation où ceux qui étaient... Parce que moi, de ce que j'avais vu, lorsque j'étais de passage à Goma, lors de l'investissement de la ville par les M23, avant, c'était un mythe que Goma tombe. C'était un mythe. Pourquoi? Parce qu'il y avait quasiment toutes les armées partenaires au FARDC ici à Goma. Disons, à Goma, lorsque nous y étions, il y avait quasiment toutes les armées. Il y avait à la fois les Sud-Africains, la MONUSCO, les mercenaires. Les mercenaires, il y avait le FARDC, bien évidemment. Il y avait les unités des commandos. Les commandos. Les Wazalendo armés aussi comme pas possible. Mais lorsque vous voyez cela, vous disiez, non mais c'est impossible que Goma tombe, que cet arsenal soit transpercé aussi facilement. Mais on s'est rendu compte que finalement, ce n'était qu'un mythe. Et qu'en face, il y avait beaucoup plus fort. La RDC ne parvenait pas à repousser la menace. Et donc, dès lors que on prend conscience, parce que j'en appelle à la conscience nationale, on prend conscience qu'il n'y a pas de résistance en face. C'est faux. C'est faux, il n'y a pas de résistance en face. Facilement, une remise en cause nationale peut venir, mais là, on a l'impression que à Kinshasa, les gens continuent de penser que les FARDC, les Wazalendo sont en train d'opposer une résistance farouche au M23. Parce que souvent... Et même le président vient de le dire dans son discours. Voilà, lui-même, il vient de saluer la bravoure. Hein. Et les gens qui adhèrent à ces discours-là... Et tout d'un coup, on a vu dans la salle les gens applaudir. Des gens qui adhèrent à ces discours-là ne comprendront pas que c'est faux. Malheureusement, il y a des images qui circulent. Des fois, on voit les Wazalendo se filmer sur des collines en disant que nous sommes en train... J'ai même vu 3 Wazalendo, s'il vous plaît, avec des armes AK-47, en train de dire nous sommes en train de descendre jusqu'à Kamanyola. C'est ce qu'il disait. Mais voilà aujourd'hui les résultats. Alors, au moment où d'autres images circulent, montrera, je ne peux pas parler du carnage, mais montrera aussi les civils, que ce soit les civils tout comme les militaires, tombés en pleine cité des Sangues. Et tout ça, les gens à Kinshasa, quand les images tombent, la première réaction, c'est les poisons rwandais, comme ça se dit toujours. C'est faux tout ce que vous voyez. Et les gens croient à ça. Peut-être c'est aussi ça, le fait de voir toujours un narratif pour contredire toute vérité qui peut se présenter. Et les gens, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, mais déjà pour occulter cette faiblesse criante de l'armée congolaise, d'ailleurs, Tshisekedi lui-même avait dit que l'armée congolaise était à réformer. Donc déjà pour occulter cette faiblesse criante de l'armée congolaise, rappelez-vous qu'avant la chute de Goma, Patrick Mouyaya avait censuré quasiment tous les médias qui parlaient des avancées de M23. Pourtant, c'était factuel, c'était observable. Donc aujourd'hui, on a un régime, un gouvernement... On a parlé dans ce discours d'une riposte vigoureuse. Donc aujourd'hui, pour plaire à Kinshasa et pour plaire aux gens qui adhèrent au discours de Félix Tshisekedi et de son gouvernement, c'est dire « Oh, les M23 sont vécus, d'ailleurs ils sont délogés de Goma », c'est dire faussement tout cela pour bien passer aux yeux de ces gens-là. Pourtant, c'est faux. Le travail journalistique que nous faisons, de par les éléments que nous recevons de nos reporters sur terrain, de nos différentes sources, on essaie un peu de recouper et on vous donne la bonne information. Malheureusement, lorsque vous donnez la bonne information, c'est-à-dire l'avancée ô combien spectaculaire d'ailleurs des M23 sur le front, et la dégringolade de l'armée congolaise,
vous passez automatiquement, on vous colle une nouvelle nationalité. Comme qui dirait au Congo, pour être congolais, quand même il faut être dans le faux. Et il faut occulter la vérité. C'est quand même assez aberrant. Rappelez-vous, lors des avancées, bon, en quelque sorte, de l'armée au niveau du territoire de Massissi, surtout avec les drones ou même les avions de chasse, à un certain moment, dans plusieurs localités, les M23 étaient délogés. Et on l'avait dit ici. Bref, jusque-là, pour montrer que nous restons justement beaucoup plus factuels. On ne peut pas, je répète encore, on ne peut pas créer des choses aussi qui n'existaient pas. Tout ce que nous vous disons là, c'est la vérité. Demain ou après-demain, vous-même, vous allez voir l'armée. D'ailleurs, j'ai vu les communiqués de l'armée hier. Les porte-paroles des FARDC, le général-major Sylvain Ekenge, communiquaient quant à ça. Lui-même, il a expliqué pourquoi les FARDC se sont repliés. Lui-même, il l'a expliqué. Mais nous, quand on veut le dire ici, les gens ont du mal à nous croire. Malheureusement. C'est déplorable. Voilà. Mais là, quand même, au niveau du virage, quoi, mesdames et messieurs, on va y revenir avec beaucoup de détails. J'aimerais que la réalisation nous illustre quand même. Il y a des images aussi qui montrent les gens en train de se déplacer, même sur les frontières, que ce soit au niveau du Burundi, que ce soit au niveau des frontières entre la RDC et le Rwanda ou avec les Burundi. Ça ne passe pas très bien. Il faut voir le nombre de Congolais qui ont traversé récemment Kamanyola pour aller au niveau du Rwanda. Donc, il y a des choses qui se passent là-bas, mesdames et messieurs. Et pour le dire, en tout cas, il faut avoir ce courage justement pour dire cette vérité. Et ça vous permettra aussi de comprendre qu'est-ce qui se passe. Et c'est un peu d'épaiser. Oui, les gouvernants ou les politiques peuvent vous dire ça. Et nous, on essaie un peu d'apporter une version beaucoup plus réel, surtout avec tout ce qui se passe. Parce que c'est difficile pour le gouvernement d'affirmer que Kamanyola ou que Sangue est tombé. Pour eux, c'est un aveu d'impuissance ou d'échec. Alors, par rapport à cet aveu, Gaëtan permettait, on a suivi ensemble avec vous cette phrase du président de la République, Félix Tshisekedi, tant qu'un seul village, tant qu'un seul quartier, tant qu'une seule colline de ce pays restera sous la menace des armes illégales, je considérerai que notre tâche n'est pas achevée. Ça, c'est Félix Tshisekedi. Donc, avec Goma, Bukavu, comme aujourd'hui, ils sont entre les mains de la FCM 23. Pour le président Félix Tshisekedi, c'est une tâche inachevée. Mais c'est un aveu d'échec prononcé dans des mots beaucoup plus décorés, beaucoup plus huilés, beaucoup plus calibrés politiquement, mais c'est un aveu d'échec. Autrement, Félix Tshisekedi devrait dire, si on essaie un peu de transformer ces mots en des mots beaucoup plus crus, il pouvait dire, vu que Goma et Bukavu, disons les Nord et les Sud Kivu aujourd'hui, sont investis par une force autre qu'une force gouvernementale, j'ai échoué. Alors, il a essayé de trouver une formule beaucoup plus apaisée, beaucoup plus politiquement calibrée, mais on se rend compte quand même que, voilà pourquoi j'ai dit que Tshisekedi a évolué. Il a évolué, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il commence maintenant à se rendre compte des évidences. Parmi les évidences, c'est justement cette incapacité de l'armée congolaise à préserver la souveraineté territoriale de la République démocratique du Congo. Mais ce n'est jamais arrivé. Donc, en dénonçant aussi les Rwandais. Ce n'est jamais arrivé. Les Rwandais, il dit que les Rwandais a rompu les cessez-le-feu quelques jours après la signature. Aujourd'hui, Tshisekedi nous donne raison, nous qui pensions que, on avait d'ailleurs exprimé cette pensée, que la RDC n'existait pas. Pourquoi la RDC n'existait pas? Déjà, là, c'est comme État. Ma thèse déjà, c'est que la RDC n'existe que de nom. C'est un pays qui remplit certes les papiers, mais qui n'existe pas dans le fond. Parce que c'est quoi l'État? L'État, on disait à l'époque que l'État, c'était simplement cette capacité-là à assurer la paix et la sécurité pour ces sujets. Ça, c'était à l'époque. Aujourd'hui, on parle maintenant de la population. Dès lors que l'État ne parvient pas à assurer la paix et la sécurité à sa population, c'est à tous les niveaux. Même dans les milieux urbains. Mais justement, il est dans son discours sur le banditisme urbain. Là, on est en face d'un État qui ne sait ni protéger sa population,
ni protéger son territoire, ni nourrir sa population, et moins encore sécuriser sa population. Or, ce sont là les attributs fondamentaux quasiment d'un État. Qui devient de plus en plus Qui dit État, parce que le fondement d'un État, c'est un État gendarme, c'est-à-dire c'est la base de la base. Un État doit savoir procurer la paix et la sécurité à sa population. Dès lors que cet État-là ne parvient plus à remplir ces attributions-là qui lui sont fondamentaux, disons, qui lui font fondamentales, oui, il cesse d'exister. Donc la RDC, heureusement que Tshisekedi il a compris que la RDC, aujourd'hui, il n'existe pas. Il n'existe pas d'État en RDC. Mais il ne peut pas l'affirmer en des termes par exemple, le terme que moi je suis en train d'utiliser, c'est un président de la République qui doit... On dit souvent qu'aujourd'hui, nos dirigeants font plus semblant de diriger que diriger. Donc, ils savent qu'ils n'ont plus le main sur... Semblant comme s'ils sont en train de diriger. Comme s'ils sont en train de diriger, pourtant ils ne dirigent pas. C'est ça. Donc, Tshisekedi donne l'impression que voilà, bien sûr, on ne contrôle pas quelques pans du territoire congolais, mais quand même, on va essayer de le faire. Et avec mais ça, dès lors que vous ne le contrôlez pas ailleurs, vous devez démissionner. Mais ailleurs. Avec ça, les ténèbres ne régneront pas toujours. Tout ça, ce sont des ténèbres. Ne régneront pas toujours sur la République démocratique du Congo. Il appelle même la RDC comme pays s'élever. Lève-toi, République démocratique du Congo. Il vient de le dire. Donc, c'est un message aussi. C'est une prière. Oui, une prière. C'est une prière. Voilà pourquoi j'ai dit que ce discours était inomélie. Parce que c'est politiquement, en termes d'offres politiques, c'était vide et creux. Oui. Mais en termes de... Tous ces ténèbres ne régneront pas. D'habillage, vous voyez, d'habillage, de forme, de rhétorique aussi, de vocabulaire, c'est vraiment de la masterclass. Voilà pourquoi il a terminé son discours en faisant ce qu'il sait faire le plus, à mon avis. En caressant la passion même, les émotions des Congolais. Vous savez, les Congolais sont caractérisés par une certaine émotion, l'art des émotions, la culture de l'émotionnel. Aujourd'hui, si tu viens, tu te poses sur la route avec la Bible, tu commences à dire aux gens la fin du monde approche, c'est lui qui ne se convertit pas, tu verras des gens, des curieux venir vers toi et t'écouter. Et certains commenceront même à pleurer. Alors, Tshisekedi sait très bien que les Congolais développent une certaine culture de l'émotionnel et donc il faut toucher là où c'est vraiment très toucher la sensibilité des Congolais. Voilà pourquoi il a terminé avec une prière. Je vous assure qu'aujourd'hui, rien qu'avec cette petite prière, il a acquis des adhésions terribles. Aujourd'hui, il y en a qui se disent c'est un président chrétien et ça suffit. Ça suffit pour que, voilà, pour ce côté chrétien de Tshisekedi. Il y a toujours une phrase il importe déjà des âmes. Des âmes, c'est ça. Donc cette rationalité n'existe pas dans les chefs de Congolais, de la plupart des Congolais. Donc Tshisekedi a déjà compris. Moi, je trouve que c'est les politiciens qui connaissent le plus le peuple congolais. Pourquoi il connaît? C'est pas d'ailleurs pour rien qu'il s'est fait élire avec certes une élection un peu détricotée, mais il s'est fait quand même élire massivement. Pourquoi? Parce qu'au Congo, aux yeux des Congolais, Tshisekedi, c'est les candidats parfaits. Pourquoi? Pas parce qu'il leur construit des routes, pas parce qu'il leur construit des hôpitaux, pas parce qu'il leur procure la paix. Les Congolais aiment Tshisekedi parce que c'est quelqu'un qui passe pour un gentleman, un chrétien, vous voyez, quelqu'un qui passe aussi pour un dirigeant courageux. Il y a celui qui s'est présenté avec cette attitude beaucoup plus robuste, comme quoi il est prêt à déclarer la guerre. À la moindre escarmouche. Donc, vous voyez, dans ces discours, il y a toujours cette phrase-là qui arrive à captiver du monde. Et qui arrive à retenir l'attention. Je vous assure qu'aujourd'hui, il est fort en communication politique. On aura les temps. Ouais, justement, il est très fort en communication politique. Il est très fort. C'est pas, en fait, moi, je ne sais pas c'est lui qui l'a façonné, mais il est très fort en communication. Parce que pour bien communiquer politiquement, on aimerait justement savoir son école. Il faut d'abord connaître. Toujours l'IDPS. Oui, il faut toujours connaître sa cible. Et lui connaît parfaitement le peuple congolais.
On connaît parfaitement le peuple congolais, la manière dont le peuple congolais réagit. Bah, le peuple congolais réagit plus voilà, au sensationnel. Au sensationnel. Vous voyez, à la moindre escarmouche, tout le monde avait récupéré ça. Et ça avait fait de lui l'un des meilleurs élus dans l'histoire des élections en République démocratique du Congo. Après, aujourd'hui, il vient avec une petite prière à la fin de son discours pour montrer que voilà, je tiens le pays et je mets le pays entre les mains de Dieu. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Ce n'est pas la première fois qu'il est fait puisqu'il avait organisé une prière pour le pays au stade des martyrs. Mais vous-même, vous êtes conscient que les ténèbres ne régneront pas toujours. Donc, pour Félix Tshisekedi dit, de 2019 jusqu'à maintenant, les ténèbres règnent sur la RDC. Et qui est le président de la RDC? Jenny, qui est le président de la RDC? La seule chose dont je suis sûr, et je les partage d'ailleurs, c'est que la RDC n'a pas un problème de fétiche. Ce qui fait que la RDC ne se développe pas, c'est pas quelque chose de métaphysique, c'est pas quelque chose de surnaturel. Oui. C'est deux choses. On est en train de terminer. La volonté politique, qui ne vient pas de la prière d'ailleurs. On ne prie pas pour avoir de la volonté de changer, pour changer les choses, mais également l'incompétence. L'incompétence aussi, on ne la guérit pas avec la prière. Alors, si aujourd'hui, on voit la ministre de la Jeunesse en train d'exorciser les gens, en train de prier pour le pays, le président de la République qui, au lieu de poser des actes concrets, se met à prier pour le pays, je vais vous dire qu'on est en train de se tromper de vrais problèmes de ces pays. Les vrais problèmes de ces pays, c'est deux choses. La mauvaise volonté et l'incompétence. Ces deux choses-là. Les ténèbres dont parle le président. Ces deux choses-là. Voilà les ténèbres qu'il parle. Mais il faut prier pour. Non, mais ces deux choses-là ne viennent pas de quelque chose de mystique et ne se guérissent pas par la prière, malheureusement. Mais je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas prier pour le pays, parce que même chez nous, les catholiques ont pris, il y a toujours une prière pour le pays et pour les dirigeants. Mais voilà. Je vous assure que le problème du Congo ne peut pas être résolu par la prière. Gaëtan Kombi, merci justement pour ces décryptages, pour ces analyses. Nous venons, mesdames et messieurs, les décortiquer de manière ramassée. Voilà le discours du président de la République. Un long discours. Un discours que Thomas Zawadi appelle toujours un discours costaud. Voilà. Alors, puisque long. Des heures s'il vous plaît. Mais je n'ai jamais vu ça, peut-être que vous en avez l'expérience. Même un match de football. On est allé jusqu'à la prolongation et au tir au but. Les tirs au but avec même les morts civites, même comme on l'a dit souvent. Oui. Ouais, interminable aussi. Oui. Voilà, ça c'est dit Félix Tshisekedi Tshilombo. Pachi béton comme on le dit souvent. Merci quand même. Merci beaucoup, chère Jenny. Voilà, mesdames et messieurs, merci à vous également de nous avoir suivis. Merci à vous tous. Justement pour vos commentaires, on prend tout. Nous mettons tout dans un même lot et on va encore vous lire, tout comme nous allons faire aussi un effort de lire. C'est là qu'ils vont nous écrire après cette émission. C'est là qu'ils vont aussi partager, c'est là qu'ils vont aimer. Et surtout, vous qui êtes en train de nous suivre et qui, pour vous, c'est la première fois, alors abonnez-vous. Wabinfo, c'est la seule chaîne qui vous édifie en traitant l'information de manière impartiale. Voilà, Thomas Zawadi, comme je le disais, nous a réalisé. À vous toutes et à vous tous, mesdames et messieurs, nous vous appelons à rester toujours connectés car nos programmes sont en continu.